voulais remercier infiniment Alex Vicino d'être venu. Je vais me permettre de présenter, donc neurologue formé au CHUV, spécialisé dans les maladies neuromusculaires. Il détient un master en pathologie du système nerveux périphérique. Depuis 2019, il a suivi une formation spécialisée en myologie. Il a obtenu un DU en myologie à la Sorbonne, puis il a complété un fellowship à Milan, à l'Institut Besta. Il est de retour à Lausanne depuis mai 2024 et il rejoint l'unité nerfs-muscles sous la direction de Dr Marie Théodin, dont parmi beaucoup d'entre vous connaissent. Et voilà, donc sur ça, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'introduction. Et puis, je vous passe justement les salutations de la professeure Théodin, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, malheureusement. Donc, j'ai la tâche de vous parler des mécanismes moléculaires de la pathologie. J'ai essayé de simplifier pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu, en tout cas parmi les collègues. Et je m'excuse si parfois c'est un petit peu abstrait. Et on va aborder un tout petit peu aussi les perspectives thérapeutiques qu'on a actuellement pour cette pathologie. Comme elle a dit tout à l'heure, Agustina, donc jusqu'à aujourd'hui, la pathologie, ou la connaissance de la pathologie a suivi vraiment un long chemin scientifique. Et la première description officielle a été faite, comme elle a dit, par les docteurs Landouzy et Degerine pendant l'âge doré de la neurologie parisienne, à la fin du 19e siècle. Par contre, il a fallu vraiment attendre plusieurs décennies, plus qu'un siècle, pour arriver à comprendre le mécanisme de la pathologie. Je nomme seulement cette étude qui était la première grande description systématique d'une famille avec la dystrophie facioscapulomurale, une famille très particulière, vous verrez. Donc c'est le cas de ce monsieur-là. C'était un Anglais qui a émigré aux États-Unis en 1775 et puis qui est devenu un pionnier. Il a participé à la colonisation du Utah, donc là où il y a Salt Lake City maintenant, et il a eu des enfants. Ses enfants ont eu des enfants et ainsi. Et puis, les collègues en 1950 ont reconstruit son arbre généalogique complet. C'est un patient qui a eu 3 épouses avec plein d'enfants. Puis maintenant, vous savez qu'à Salt Lake City, il y a des Mormons qui se marient plusieurs fois, donc on a beaucoup de descendance. Et puis, il y avait 1249 descendants répertoriés, dont environ 200 certainement malades. Et à l'époque de l'examen, de l'écriture du papier, il y avait 58 descendants vivants qui portaient les stigmates de la maladie. Comme vous voyez ici, déjà à l'époque, on reconnaissait très bien cette atteinte de la ceinture scapulaire avec une horizontalisation des omoplates, le polyhyl sign. C'est un patient que dans la photo essaye de siffler, donc vous voyez la faiblesse faciale, ce pli pectoral inversé. Donc c'est une maladie que si elle est manifeste, elle est facile à reconnaître, mais bien sûr, comme l'a dit Agustina, parfois on a des formes atypiques, donc il faut faire attention. Pour ce qui concerne le mécanisme moléculaire, on ne l'a pas compris tout de suite, mais en 1990, donc plus qu'un siècle après la première description officielle, on a compris où se situait le problème. Et le problème se situait sur le chromosome 4, donc ça a été décrit et publié dans le Lancet, et par contre dans une région qui à l'apparence ne servait pas à grand-chose dans le chromosome 4. Vous savez que tout chromosome à la fin, une région qu'on dit télomérique, qui n'est pas codante officiellement, et qui se raccourcit au bout des années. Donc c'est un peu un marqueur de vieillissement de l'organisme. Et bon, donc on a retrouvé cette mutation dans cette région-là, dans ce domaine D4Z4, qui était raccourci. Donc, à différence des maladies à triplette, où on a une expansion d'une partie d'un gène, là, on a une partie d'un chromosome qui est raccourci. Bon, on a situé le problème, mais on n'a pas compris le problème à ce moment-là. Et donc, il a fallu attendre encore une petite vingtaine d'années, même une trentaine d'années, pour arriver à comprendre un petit peu le mécanisme. Et cela a été fait par une série de papiers très brillants qui sont allés dans le détail du mécanisme moléculaire et qui ont abouti dans ces papiers pivotales publiés dans Science, dont on a la chance d'avoir une des auteurs ici aujourd'hui. Donc voilà. Et puis donc on a compris que la clé de voûte pour le mécanisme de la FSHD était une protéine qui s'appelle double homebox 4. Et en fait, qui est quand même codé, il est quand même contenu dans cette partie télomérique du chromosome 4, mais elle n'est pas traduite et transcrite à partir d'un gène, mais elle est contenue comme rétrogène.
Et cette protéine, elle a des fonctions essentielles pendant l'embryogenèse. Donc c'est une protéine qui doit être produite, mais à un stade très très précoce de la vie humaine. Donc dans la souris, c'est au stade de 2 cellules de l'embryon, et dans l'être humain, c'est au stade de 4 cellules, donc extrêmement précoce. Dans l'embryon, donc, il a une fonction de stimulation, de production, de développement de l'organisme par prolifération cellulaire, transcription de l'ARN, des fonctions de régulation, des fonctions d'organisation de la cytosquelette. Donc vous voyez, toutes des choses qui marchent très bien, qui doivent marcher quand on forme un organisme, et toutes des choses qui sont finalement un petit peu altérées dans la personne adulte quand on a une dystrophie phasoscapolumérale, et notons aussi la régulation de la réponse immunitaire dans une certaine mesure. Donc, c'est cette fonction qui sont essentielles dans la phase précoce de l'embryogenèse. Après, elles ne doivent plus marcher, en tout cas plus de façon active pendant la vie adulte, car on a vu qu'il y a une répression redondante de ce gène, de la production de cette protéine. Et quand on a une répression redondante de quelque chose dans le corps humain, ça veut dire qu'elle ne doit vraiment pas s'activer. C'est dangereux s'il s'active. C'est comme si vous avez un bouton qu'il ne faut pas toucher, il y a une protection autour, il faut vraiment casser pour y arriver. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, en raccourcissant cette région télomérique du chromosome 4, là où il y a ce domaine D4Z4 répété, on a une levée de cette inhibition. On enlève le frein à cette DUX4 qui commence à être produite, et elle a des effets délétères, surtout dans le muscle, aussi dans d'autres organes, mais beaucoup moins, ce qui mène à des mécanismes multiples de maladies, comme mort cellulaire facilitée par apoptose, une diminution du contrôle de la qualité du transcrit, donc une altération au niveau du réticulum endoplasmique, une myogénèse, donc une capacité de régénération de la cellule qui est insuffisante. Vous savez que le tissu musculaire, à différence du tissu nerveux, peut se régénérer de façon beaucoup plus facile, mais dans les maladies musculaires, parfois ce mécanisme est dépassé par la pathologie, et là, on a aussi une limitation de la capacité du muscle de se régénérer. On a probablement aussi des altérations de la régulation d'autres gènes, même sûrement, ça a été démontré, et puis d'autres mécanismes. Et ceci mène au phénotype clinique chez la personne atteinte. On a aussi d'autres mécanismes qui ont été proposés et démontrés. Une altération de la fonction mitochondriale. Vous savez que le muscle est un tissu qui utilise énormément d'énergie, donc la mitochondrie est pivotale dans ce mécanisme-là. On a effectivement on a compris le mécanisme de l'interférence avec la myorégénération, donc c'est une inhibition de la voie PAX7, qui est une voie essentielle pour la régénération musculaire. On a aussi une augmentation de la susceptibilité au stress oxydatif, une apoptose, je l'ai déjà nommée, qui est P53 dépendante, et puis on a aussi une interférence avec des voies de l'inflammation, notamment par une hyperactivation du TNF-alpha, qui a été démontré dans des études sur des biopsies musculaires, et puis d'autres voies que je vous épargne. Donc, n'ayez pas peur de ce schéma un petit peu dense, mais en fait, la compréhension du mécanisme pathologique nous permet de réfléchir à des abords thérapeutiques. Donc, si on comprend que le problème est centré sur cette protéine, on peut regarder qu'est-ce qu'elle active comme cascade pathologique, et puis essayer d'agir avant ou après ces cascades. Donc, on a plusieurs approches qui sont possibles. Après, l'application, parfois, est un peu plus compliquée. On peut, par exemple, agir au niveau de l'ADN. Donc, on peut directement corriger le problème, si on veut, avec des inhibiteurs BET, la CRISPR-Cas9, dont on entend beaucoup parler maintenant. On peut essayer d'agir au niveau de l'ARN, comme on fait pour la neuropathie amyloïde, par exemple, avec des silençages par ARN ou des interférences avec l'ARN par micro-ARN. On peut essayer d'inhiber la fonction de la protéine une fois qu'elle est produite, ou bien on peut agir plutôt au niveau des cascades d'activation plus loin. Ça, c'est un peu plus maniable, et il y a des études qui ont essayé d'agir plutôt dans les cascades d'activation une fois que DUX4 est déjà là. Et ceci parce qu'en fait, essayer de gérer la production de DUX4 est particulièrement difficile, surtout à la source, parce que cette protéine, elle n'est pas exprimée tout le temps. C'est une expression qui est aberrante et qui se fait par ce qu'on appelle un burst expression. C'est-à-dire que si vous faites des biopsies de muscles répétées, vous allez trouver parfois une hyperexpression, et puis parfois vous trouvez des niveaux qui sont tout à fait bas ou normaux. Et ça, c'est parce qu'en fait, cette protéine-là, elle est exprimée par moment. Elle échappe un petit peu à l'inhibition, et puis elle augmente. Et puis,
probablement, et ça c'est tout à fait hypothétique, si vous avez vu des patients avec la dystrophie facioscapulomérale, sûrement vous avez remarqué que de temps en temps, sur un terrain d'aggravation plutôt lente et progressive, on a des espèces de progression inattendue, un peu en marche d'escalier. Et le mécanisme, ça pourrait être une augmentation ponctuelle de l'expression de cette protéine. Donc, avant de vous faire une petite diapositive sans dépasser trop le temps sur les études qui sont en cours, quand on a imaginé comment traiter une pathologie, on a imaginé de bloquer un point de la cascade d'activation, soit de la protéine, soit de bloquer le gène, etc., il faut aussi pouvoir évaluer l'effet. Et ça, c'est un problème majeur sur les maladies qui évoluent très lentement. Parce qu'en fait, les modifications en soi de l'histoire naturelle, on les voit très, très lentement, parce que l'aggravation, elle est d'habitude chronique et insidieuse. Et donc, il faut pouvoir avoir une sensibilité. On peut pouvoir détecter les anomalies ou les améliorations si on donne un traitement. Donc, on a des différents systèmes. On peut administrer des échelles cliniques par le clinicien, poser des questions, essayer de structurer, de codifier l'anamnèse. On peut aussi donner, et ça se fait dans les études qui sont en cours, de donner des échelles auto-administrées par le patient, soit sur la qualité de vie, soit sur la perception de la pathologie. On peut utiliser des mesures objectives, mais là aussi le changement est très très lent, mais on peut utiliser par exemple des dynamomètres pour mesurer la force musculaire dans différents groupes musculaires. Le plus on s'éloigne de la main, le plus c'est compliqué parce que c'est des gros groupes musculaires, mais on peut le faire quand même. On a des petits dynamomètres aussi pour le deltoïde par exemple. On peut utiliser des nouvelles technologies, je vais vous montrer un petit exemple après. Et finalement, on peut essayer de chercher des biomarqueurs biologiques ou radiologiques, comme par exemple l'échographie, l'IRM, etc. Ça, c'est un exemple de nouvelles technologies qu'on peut utiliser pour essayer de capter des modifications un peu plus petites qu'avec les dynamomètres. C'est ce qu'on appelle un Reachable Working Space, qui a été utilisé pour l'étude Fulcrum et qui permet d'utiliser ces petites caméras qu'on a dans les jeux vidéo. Si vous avez quelqu'un dans la famille qui a une PlayStation ou un Xbox, en fait, il y a ces petites caméras qui permettent de détecter le mouvement des membres ou du corps dans l'espace. En plus que jouer, ça permet aussi de mesurer de façon précise l'angle d'excursion d'un mouvement, par exemple du bras, et puis mesurer si cette mouvement augmente, cette capacité de mouvement augmente même un tout petit peu entre un contrôle et l'autre pendant des prises de médicaments. Oui, c'est assez facile. Le patient, il est assis, il regarde ce qu'il dit à la machine. Il y a une vidéo d'exemple et puis après, il suit ce qu'il fait, un petit avatar dans l'écran et il répète des mouvements qui sont après analysés par l'ordinateur. Pour les essais cliniques qui sont en cours, il y en a quelques-uns. Vous savez, il y a des études qui sont les études cliniques pour les médicaments suivent des différentes phases. D'abord, c'est tout ce qui est tolérance, après c'est définition de la dose et puis du profil de sécurité, et après c'est l'efficacité. Parfois, maintenant, quand les boîtes pharmaceutiques vont assez vite, on saute un petit peu des étapes. On a beaucoup d'études qui sont de phase 1/2, parce qu'on fait plusieurs choses en même temps. Donc actuellement, ce qui est en cours, c'est ça. Donc il y a, comme je vous ai montré, un essai d'interférence avec les ARN messagers, dans silençage de l'ARN, qui est en phase assez précoce. Et deux études qui jouent là-dessus, donc au niveau de l'interférence avec l'ARN. Donc ça, il faudra attendre, j'imagine, un petit moment pour avoir des résultats. Ensuite, on a d'autres études qui sont un petit peu plus avancées, par exemple des études qui ne se concentrent pas sur la physiopathologie de la protéine DUX4, mais plutôt jouer sur la potentiation, la stimulation de la régénération musculaire par inhibition, par exemple, de la myostatine. On a d'autres études qui essaient de s'attaquer à la réponse inflammatoire qui peut être déréglée, comme on a vu dans cette pathologie, par exemple par antagonisme de l'interleukine 6. Et puis on a l'étude Fulcrum, dont je vous ai déjà dit un mot tout à l'heure, qui se basait sur l'inhibition de la MAP kinase P38. La MAP kinase P38, c'est une protéine essentielle dans la cascade
d'activation suivant DUX4, on a vu qu'on avait un petit effet des bêta-agonistes sur la maladie, et cet effet, ce n'était pas bêta-agoniste, en fait, c'était parce que les bêta-agonistes inhibaient un petit peu cette protéine-là. Donc, à partir de cette découverte, on a développé un blocage ciblé de la protéine, et on avait une étude multicentrique de phase 3, et pendant que j'étais dans le train pour venir à Genève, j'ai juste regardé pour voir si on avait des nouvelles, et puis malheureusement, ce matin, donc c'est un screenshot que j'ai pris depuis mon iPhone dans le train, on a malheureusement eu un résultat négatif de cette étude qui a donc été interrompu pour l'instant. Hein. Donc voilà. Donc les déceptions ne tuent pas, mais les expériences font vivre. Donc il faut pas arrêter la science, il faut continuer, et puis continuer les études aussi pour définir mieux la maladie et ce qu'on peut faire avec. Donc pour conclure ce petit talk, ce qui est, comme je vous ai montré sur l'histoire de la maladie et puis la recherche de base, qui est parfois disons, un petit peu méconnue, sauf les très grandes études, la compréhension des mécanismes moléculaires permet en fait d'ouvrir de voies thérapeutiques potentielles. Il ne faut pas arrêter la recherche, même si on a des études qui sont en cours de façon plus avancée sur les traitements. Et en parallèle, nous, les cliniciens, les experts, on a aussi l'obligation de continuer à faire de la recherche clinique pour mieux définir l'histoire naturelle et trouver des choses qu'on peut monitorer pour définir une réponse à un traitement éventuel, bien sûr. Et puis après, il est aussi important de centraliser le suivi ou communiquer avec les collègues installés qui suivent ces patients, répertorier, cataloguer les patients pour pouvoir les appeler en cas d'essai thérapeutique, études d'histoire naturelle. Et je vous rappelle que maintenant en Suisse, on a un système de centre de référence sur les maladies neuromusculaires rares, et puis notre unité et l'unité dirigée par Agustina en font partie. Et sur ça, je vous remercie de votre attention. Moi, j'ai une question pour toi. Justement, effectivement, on se retrouve devant des patients avec cette phénoménologie où il y a une maladie stable, puis justement, d'un coup, il y a une espèce de période de poussée. Est-ce que tu t'attends des approches thérapeutiques différentes pour ces groupes des patients ou pas spécialement? Je ne suis pas sûr que ce soit des groupes de patients, c'est vraiment quelque chose qu'on voit souvent chez les patients. Hein. Je pense qu'il y a quelques experts qui voient plus de patients que nous, mais en général, c'est quelque chose qui est relativement fréquent, surtout ça, chez les gens qui commencent vers l'âge de 20-30 ans. On voit assez souvent, après 10-15 ans d'évolution, une aggravation qui était un petit peu inattendue. Et après, voilà, si on a quelque chose qui permettra d'inhiber un peu plus la fonction DUX4 ou d'autres protéines à ce moment-là, peut-être ça sera un changement de dose, mais ça, il faudra voir qu'est-ce qu'on aura comme option thérapeutique. Peut-être que... Il y a différentes explications qui c'est clairement difficile de répondre en question comme ça. Mais par exemple, il y a des papiers qui montrent un seuil métabolique qui, quand elle est dépassée, fait que c'est des papiers faits par les Hollandais, le groupe de Van Engelen, qui montrent qu'il y avait une sorte de seuil métabolique, comme un threshold dans les mitochondries, qui fait que quand tu dépasses cette seuil, le muscle commence à dégénérer. Et on le voit aussi parce que dans le fait que les muscles, quand ils sont infiltrés à plus de 50%, à un certain moment, tu ne peux pas les sauver, même si tu utilises toutes les approches possibles, mais ils dégénèrent. Bon. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est l'âge. C'est plus que la durée de maladie, c'est vraiment l'âge. Et on a vu qu'il y a des hormones, comme les estrogènes, donc c'est intéressant parce que chez les enfants, c'est les femmes plus touchées que les hommes. Après, il y a la puberté, et après, c'est les hommes qui deviennent plus touchés des femmes. Et après, on a, on va dire, la ménopause. Et là, c'est à nouveau les femmes qui rattrapent les hommes. Donc, ça grave au monde de la ménopause. Oui. Donc, chez l'homme, on n'a pas la ménopause, on a une sorte d'andropause qui survient au niveau du testostérone. Mais en tout cas, les hormones sexuelles, ils ont une grande influence sur la régénérescence musculaire en général. Et donc, on pense qu'à partir d'un certain âge, il y a quand même
une chute qui est liée au phénomène du vieillissement. Et ça, c'est très intéressant parce que la mutation de la FSH, c'est une mutation qui est à côté du télomère. Et ça, c'est la partie finale de tous les chromosomes. Et on sait que quand on vieillit, nos télomères se raccourcissent. Et donc, le raccourcissement de la mutation plus le raccourcissement des télomères, probablement, ça joue un rôle dans le fait de précipiter les situations. Et ça, c'est... Je pense que c'est plus ça qu'un mécanisme de... Comment on peut dire... Burst expression. C'est une sorte de... c'est comme si on tient, et puis on... Un seuil qui est dépassé. Et puis quand on dépasse un certain niveau, malheureusement, on n'arrive plus à compenser, et c'est pour ça qu'on le voit. D'autres questions? Ambitieux? Ok. Merci beaucoup.